Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans l'épisode numéro 32 de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Émission co-construite avec des familles touchées par la déficience visuelle et dont le but est de sensibiliser ce monde incrédule que les malvoyants et les non-voyants sont là et que l'on a tous à gagner, à apprendre, à mieux se connaître et à faire société ensemble. J'espère qu'aujourd'hui vous n'avez pas oublié vos cahiers verts à petits carreaux, vos classeurs jaunes à grands carreaux, vos crayons de bois HB, car il est l'heure. Ouais, il est l'heure. Aujourd'hui, on vous emmène au collège. Et oui, Augustin, dit Gus, rencontré lors de la saison précédente, vient lui de rentrer en 6e. Et un des objectifs que nous nous sommes fixés pour cette nouvelle saison radiophonique, c'est que, équipé d'un micro et de son bagou, il nous parle de son inclusion scolaire, en enregistrant des ambiances et des interviews. Et c'est avec ces premiers enregistrements que nous allons ouvrir cette émission. Mais nous irons également à la rencontre de la maman militante Françoise Baldi, et nous prendrons des nouvelles de Marie en fin d'émission. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne balade, et Gus, c'est à toi. Pas besoin de nous retenir. Mais écoutez quand même bien. Analysez le tempo ou les tempi. Qu'est-ce qui se passe dans la musique? C'est important de vous poser cette question. Extrêmement important. D'accord? Alors, d'ores et déjà, vous allez pouvoir marquer sur la feuille, parce que j'ai pas marqué le titre du chant. Donc le chant s'appelle... Bonjour, déjà j'interviewe mon prof de musique, donc j'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. La première, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous alliez avoir un élève malvoyant? J'étais un peu inquiet au début et puis on a été quand même bien accompagné au collège par la direction et puis tous les professeurs qui connaissaient déjà un petit peu votre cas. Une fois qu'on est bien accompagné, c'est vrai qu'on ne se fait plus de soucis du tout. On sait comment réagir, on sait comment appréhender certaines situations. On a les contacts nécessaires pour réagir à tout moment. Donc voilà. Et comment envisagez-vous l'année, là, comme ça, avec mon handicap, et puis même avec vos cours? J'envisage de procéder exactement comme avec les autres élèves. C'est-à-dire que je suis là pour vous, mais je pense que vous êtes quand même très autonome et je ne m'inquiète pas plus que ça. Après, bien sûr, s'il y a des choses qui devaient arriver en cours d'année, des petits incidents, bien sûr, je serai là pour vous épauler. Et puis, je verrai aussi avec Madame Omar. Voilà. Parfait, c'est dans la boîte. Je précise que la Madame Omar mentionnée par mon professeur de musique est mon AVS ou AESH. Allez, watashi, ok. 1, 2, 3, 4, et... Watashi, watashi, watashi ya wasene. Anata no ai ni tsusumarete iru kara. Watashi, watashi, watashi ya wasene. Anata no ai ni tsusumarete iru kara. Vas-y, va, qui veut le faire? Qui veut dire Suzanne, moi je veux bien le faire. Bah vas-y. Bon bah Andy, vas-y toi. Ah bah C'est vous deux. Allez, tu peux faire? Non, c'est ça, on va mettre sur lui. Ah, c'est chacun son bout. Ah, bah, voilà, bah, On commence par le lion. Ah, non, mais Andy va commencer, on va faire comme ça. J'interviewe ma prof d'histoire. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous accueillerez dans votre classe un élève déficient visuel? Alors j'ai réagi comme je réagis à n'importe quel défi, parce que pour moi c'était un défi de t'accueillir, Augustin. Au demeurant, j'ai plus eu d'appréhension quand on m'a expliqué vraiment tout ce qu'il fallait mettre en place comme aménagement. Et j'ai pas été formée au départ pour tout ça, donc c'est vrai que j'ai appréhendé un petit peu et j'avais peur de ne pas être à la hauteur en fait par rapport aux compétences qu'on me demandait. Et voilà.
Parfait. Et comment envisagez-vous l'année? C'est les mêmes questions pour tout le monde. D'accord, très bien. Et comment j'envisage l'année? Écoute, sereinement. J'ai commencé à prendre un petit rythme avec toi. Après, je pense que c'est à toi de dire un petit peu le retour que tu as par rapport à notre travail avec toi. Mais pour moi, je trouve que ça se passe super bien. Tu es un élève super agréable, plein de pêche, qui a beaucoup de force. Et je t'admire beaucoup. Et c'est ça aussi qui me donne envie, vraiment, de tout mettre en œuvre pour que toi, tu passes une bonne année avec nous. Parfait. Mais à l'instar de Rome, l'inclusion scolaire, en tout cas comme on la connaît aujourd'hui, ne s'est pas faite en un jour. Plus globalement même, il fut un temps pas si lointain où très peu de structures adaptées aux malvoyants et non-voyants existaient sur le territoire. Pour nous raconter cette histoire, nous avons rencontré Françoise Baldi, dont la fille, touchée par cet handicap, naît en 1982. Alors Françoise Baldi, je suis parent d'une jeune femme qui a maintenant 39 ans, elle est née en 82, les S3 n'existaient pas. Il a fallu tout inventer, ce sont des parents qui ont, en fonction des besoins, imaginé et rêvé les services un peu partout en France. Nous nous trouvons dans les locaux des pupilles enseignement public Sud-Rhône-Alpes, qui sont donc les gestionnaires du service que nous avons créé ensemble, parents militants et associations gestionnaires. La famille, à l'époque, habite trop loin de Montpellier, où existe une structure. Elle se retrouve donc obligée de déménager sur Villeurbanne, où existait l'ERADV. L'ERADV, établissement régional spécialisé pour la déficience visuelle, avec l'espoir de scolariser Lauriane à Die, puisque nous habitions sur Die, mon conjoint ayant un poste à Die. Le S3AIS rayonnait sur toute la région, donc ils ont dit non, parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc Lauriane pensionnaire pendant 6 ans, éclatement un peu de la famille, qui s'est un petit peu lié. Quelques années après, je me retrouve par un chemin de militant présidente de l'Association nationale des parents d'enfants aveugles. Je travaillais à mi-temps à l'époque, donc régulièrement sur Paris, avec les parents à imaginer des solutions pour nos enfants. Et l'opportunité a été les années 2000-2002 avec la loi autour de la place de l'usager. Nous nous sommes saisis de ça. Une maman, Nathalie Marmol de Grenoble, me dit « Françoise, on n'a rien à Grenoble, tu n'as rien à Valence, il faut qu'on fasse quelque chose ». Du coup, on se retrouve avec des demandes, très peu de moyens. Nous avons posé la première pierre sur un terrain qui ne nous appartenait pas. Donc on y allait vraiment au culot. Et étant culotté, les gens ont vu que ça marchait. Ils me disent il faudrait que tu fasses ça, que tu fasses ça. Mais moi, je suis qu'un parent comme les autres. Je suis infirmière de formation. Et je ne le faisais pas pour régler mon propre cas. Lauriane ayant grandi, étant devenue autonome, ayant fait sa scolarité en intégration et ailleurs. C'était pas mon souci personnel. Mais c'était quelque part peut-être pour une réparation pour tout le monde. Donc, vas-y, on a retroussé les manches. On entend parler que les PEP dans le 38 imaginent de reproduire à l'identique le service créé dans le 75 où on avait collaboré. Donc, surmontant ma timidité naturelle, on les a attrapés. On leur a dit « Oh, sans les parents, c'est pas la peine, vous y connaissez rien, vous êtes des gestionnaires. » Aucun parent dans leur conseil d'administration, j'ai dit « La loi va vous obliger. » J'ai été le premier parent à la fédération des pupilles enseignement public à intégrer le conseil d'administration. J'ai resté quelques années, le temps de faire un petit peu de travail ou de dégâts, je ne sais pas. Et donc, quand je suis arrivée à contacter la présidente de l'époque, ici, Madame Marion, très belle personne, et j'ai dit, voilà, vous ne pouvez pas le faire sans nous, parce que là, vous êtes en train d'utiliser quelque chose, on n'a pas déposé la marque, mais c'est à nous. Alors nous, on ne veut pas le gérer, mais nous, on sait ce dont on a besoin. Vous n'en savez rien. Vous allez nous le gérer comme vous gérerez des pommes, des poires, on s'en fout. On veut être là. Je pense que vous commencez à mieux cerner la personnalité de Françoise, une militante au caractère bien trempé. Alors pour les besoins de l'émission, qui ne fait en fait que 25 minutes, nous avons été obligés de couper de nombreux passages de son témoignage. Mais comme il mérite le détour, nous allons mettre à disponibilité le podcast intégral de son interview sur nos plateformes. Je vous rappelle donc que vous êtes à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Et pour écouter son interview ainsi que les émissions précédentes ou rentrer en contact avec nous, rejoignez-nous sur notre page Facebook, facebook.com/l'Imaginoire, sur Instagram à l'Imaginoire Radio, sur notre page YouTube l'Imaginoire ou sur la plateforme de podcast
Mixcloud, la page mixcloud.com/l'imaginoire. Je vous redonnerai tous ces liens en fin d'émission. Pour le moment, on retrouve Françoise et on avance dans son interview pour aller plus directement au message qu'elle veut faire passer à vous, à nous, aux familles. Alors bien sûr, les moyens ne sont pas suffisants. Mais moi, je voudrais dire aux parents que c'est un combat de 2 mamans au départ. Alors 2 mamans avec la NPEA qui suivait derrière. C'est une association nationale, donc ça a du poids. On ne serait pas arrivé. Mais ça veut dire que l'autre maman ne travaillait pas. Moi, je m'étais mis à mi-temps pour porter ce service. Le militantisme, c'est ça. Et je ne l'ai pas fait, moi, pour ma fille. Elle l'a fait aussi pour son fils. Mais à Grenoble, on a un super service. À Valence aussi, c'est Dromardèche. Je sais que vous avez rencontré des enfants. J'ai entendu parler d'un petit garçon, là, pour qui ça se passe très très bien. Mais il faut que tous les parents comprennent, au départ, il y avait quoi ? Il n'y avait rien au départ. Et vraiment, la volonté de gérer et de créer des services, ça ne suffit pas. Il y avait donc des parents dans le conseil d'administration. Et là, il n'y a plus. Hein. Il n'y a plus, c'est quand même dommage pour les PEP. Et les PEP et SERA, c'est une responsabilité de gérer de l'argent, de gérer une absence de moyens, de gérer la colère des parents, c'est ce qui se passe sur Grenoble. Parce qu'on n'a pas d'enseignants spécialisés, on ne va pas les fabriquer. Hein. Il n'y en a pas. L'éducation nationale ne peut pas envoyer la formation s'il n'y en a aucun qui se lève. Et du coup, les enfants, ils sont à l'école sans enseignants spécialisés. Mais moi, je dis, prends ton bâton, va marcher, bats-toi. Aux familles, j'ai envie de le dire, tu as un enfant déficient visuel, tu as un enfant qui a des difficultés, tu le veux comme les autres, c'est le titre de notre revue, comme les autres, aide-toi, l'NPEA t'aidera, mais aide-toi. Et les parents, il n'y en a pratiquement aucun des services, là, Dromardèche, qui sont adhérents à l'NPEA. S'ils connaissaient vraiment l'historique, une responsabilité des associations aussi gestionnaires de ne pas transmettre dans un livret l'historique. Les parents comprendraient. Moi, quand j'ai des parents qui me téléphonaient, qui me disaient « Ah, mais j'ai eu une place, c'est grâce à la MDPH. » Non, c'est pas la MDPH qui a trouvé une place. Les gens ne comprennent pas. La MDPH, j'ai assisté à sa création, j'étais dans la commission exécutive du CDCPH pour aider à l'installation de la MDPH. On sait comment ça fonctionne. Voilà, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Si tu veux plus de place, tu te bats, tu les exiges. Mais tu ne tapes pas sur le gestionnaire. Le gestionnaire, il a les pépettes qu'on lui donne pour gérer. Donc moi je dis aux parents, lancez-vous, allez-y, il y a des besoins repérés. Le service n'apporte pas ça, ça et ça, vous auriez besoin d'autre chose, allez-y. Ne devenez pas que des vulgaires consommateurs. Il faut se battre. Puis en plus, on construit des belles choses. Moi j'ai construit des très belles amitiés qui durent toujours. On a eu des colères partagées qui finissaient dans des éclats de rire, y compris avec les inspecteurs d'éducation nationale. Ils n'aimaient pas me voir arriver. C'est quand ils me sortaient les PEP, c'était un sort le pitbull, en fait, c'était ça. Et je le jouais parfaitement. C'était, tu vas dire ça, ça, ça et ça. Puis ils savaient que j'allais le faire en faisant un peu le pitre. Et puis on ne peut pas mettre dehors un parent. La loi ne le permet pas. Et on a cette chance, cette loi de 2002, elle a quand même apporté, rendu une place légitime aux parents. Mais ne pas faire ce qu'ont fait les parents à l'époque dans toutes les associations, ADAPI, AFM, toutes les associations que tu veux. Il faut choisir parents partenaires, oui, gestionnaires, non. On ne peut pas gérer nos propres intérêts pour nos enfants. On les gère à la maison. Quand ils sont confiés à l'État, on va laisser les gens à qui ça va être délégué le soin de la gestion. Chacun sa place. Pour résumer, les plus gros freins que tu as rencontrés, c'était quoi ? Les plus gros freins, la méconnaissance. C'est encore vrai aujourd'hui ? C'est encore vrai aujourd'hui. La peur. Je ne connais pas, j'y vais pas. Je ne saurais pas faire. Les enseignants n'ont pas assez de soutien. La loi veut que tout enfant puisse être en inclusion scolaire. On ne dit plus intégration, on dit inclusion, ce qui a tout changé, n'est-ce pas ? Bon, je connais pas mal d'enseignants qui disent « Mais moi, on me met un enfant avec des difficultés, il ne maîtrise pas certains apprentissages et j'ai personne. » Alors, les AVS ont été créés, pareil, à l'initiative des parents. Hein. Ce n'est pas l'État qui s'est réveillé, l'éducation nationale, en disant « Je vais faire des AVS. » C'était géré par des associations. Les PEP en ont géré une association et ça marchait très bien. Quand ils ont vu que ça marchait, l'éducation nationale a récupéré ça. Voilà. Toujours pas de statut malgré les combats de la FNASEP. Très compliqué. On change les AVS sans arrêt pour les enfants. C'est très déstabilisant déjà quand tu es en fragilité.
l'AVS ne peut pas, je vais parler que du handicap visuel, se substituer à un transcripteur de braille, à un enseignant de braille, à un instructeur en locomotion, et surtout, alors je vais froisser beaucoup de parents, un enfant que l'on veut autonome n'y met pas un écran quand il ne voit pas entre lui et les autres. Le tuteur naturel, c'est l'autre enfant. C'est avec tous les enfants mélangés. On voit des AVS qui empêchent les enfants de jouer dans la cour parce qu'ils ont tellement peur qu'ils se fassent mal. C'est de leur responsabilité. Non, pas du tout. Tu l'accompagnes dans le jeu, tu l'accompagnes, mais pas dans le scolaire. Les enseignants, ils n'ont pas de solution, donc ils vont mettre un travail à faire avec l'AVS à côté. Ben non. Et beaucoup d'enseignants exigent pas d'AVS, je ne le prends pas. Ben non. Au début, quand l'enfant n'a pas certains apprentissages ou que les parents ont besoin d'être rassurés, par exemple, on dit « Ah, mais il ne peut pas venir au collège, on a un escalier. » Depuis quand les aveugles ne savaient pas monter l'escalier, quoi. C'est donc bien une méconnaissance. Et s'il y avait tout un travail en amont pour rassurer quand l'enfant va arriver, c'est le travail du S3. Ils font des équipes pour expliquer, dédramatiser les choses. Mais il y a encore des endroits où il n'y a pas de service ou pas assez de place. Il y a des enfants sur liste d'attente sur certains départements. Mais on ne peut pas mettre un enfant à l'école sans lui apporter les vrais moyens. Un enseignant qui va passer à apprendre le braille. Si tu n'apprends pas à lire, ben, c'est pas la peine d'aller à l'école pour être assis et dire « mon enfant est à l'école ». Voilà, on s'arrêtera là pour Françoise Baldi. Je vous redonnerai les liens en fin d'émission afin d'écouter son interview intégrale. Et on enchaîne. Alors dans l'émission précédente, Marie nous avait partagé son désarroi face à son exclusion de son club de randonnée. Témoignage à découvrir dans l'émission 31. Nous allons la retrouver afin qu'elle nous dise où elle en est aujourd'hui. Mais avant ça, elle a voulu que nous rencontrions 2 collègues randonneurs, Florence et Denis, qu'elle a donc rencontrés dans ce club, afin qu'ils nous apportent leur point de vue sur cette affaire. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles, et on enchaîne donc comme ça. Je suis passé devant 1 ou 2 fois déjà. Je n'ai pas vu cette voiture, mais je croyais que c'était une voiture qui était marquée France Inter. France Inter, ou je ne sais pas quoi. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, ouais, merci. Elle arrive. Ouais, Florence. Ouais, d'accord. Elle m'a appelé, elle sortait du boulot. Là. Okay. Je m'appelle Denis, j'habite à Saint-Martin-de-Rozier, j'ai 58 ans. Donc je fais partie du club depuis la 4e saison. Puis l'année passée, j'ai rencontré Marie-France, que je ne connaissais pas du tout. Et puis c'est là qu'elle m'a parlé de son problème visuel. On est parti faire la randonnée. Et puis je voyais qu'elle avait des difficultés à marcher dans les descentes parce qu'elle ne voyait pas le parterre. Donc je lui ai dit, si tu veux, je peux t'aider, enfin à mon niveau. Là où c'était pas trop non plus, parce que moi j'ai un peu le vertige aussi. Bon, on allait à notre rythme, parce que alors je lui disais où il fallait mettre les pieds à peu près. Où je tapais avec ma canne, je tapais sur un caillou pour dire, là il y a un caillou, ou il y a une marche, ou un creux, comme ça. Et puis après c'est bien passé, donc le soir elle m'a remercié. Elle s'est inscrite, et puis on a fait plusieurs marches. Un coup c'était moi qui aidais, puis il y avait beaucoup d'autres personnes aussi qui lui aidaient. C'est pas tout que moi. Donc moi c'est Florence, je suis une copine donc de Marie. Je pensais pas du tout qu'elle était malvoyante, parce que quand on se balade, moi comme je dis, sur des chemins pas trop accidentés, elle se débrouille toute seule. Sur des chemins plats, pas trop accidentés, ça va bien. Mais ensuite, des chemins un peu plus accidentés, je peux pas. Parce que déjà, il faut que je m'assure. Et c'est un peu plus compliqué d'assurer une personne malvoyante. Enfin, il faut faire attention, quoi. Un peu plus. Et moi, j'ai peur pour sa sécurité. Pour la mienne, oui, un petit peu, mais bon. Et vous, votre sentiment, est-ce que le fait qu'elle fasse partie du groupe, ça portait préjudice à la balade? Est-ce que ça ralentissait? Oh, pas plus, non. Moi, je trouve que non. Parce que il y en a on marche pas tous à la même vitesse. Dans l'association, comme ils sont très souvent nombreux, et comme il y a différents niveaux, moi, c'est vrai que je marche plus vite. Ça les gêne pas de me voir grimper, et puis je les attends après, mais ça les perturbe pas. C'est vrai que parfois on fait des randonnées, mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors ça m'angoisse un petit peu. J'essaye de trouver des coins où il n'y a pas trop d'altitude. Il n'y a déjà pas des précipices, tout, même si c'est un peu caillouteux, on va plus doucement. Ouais, voilà. Du dénivelé important, ouais. Le dénivelé, quoi. Subitement, on lui dit, non, tu peux plus te balader avec nous. Donc j'ai trouvé ça surprenant. Et en plus,
Elle est partie une semaine avec le président et puis d'autres personnes. Personne ne lui a rien dit. Ça s'est bien passé apparemment. Et en plus, on n'a pas pu lui dire en face. Ça s'est passé tout par mail ou message. Mais enfin, moi, je trouve ça vraiment méchant. Je disais tout à l'heure, ils auraient pu dire, bon voilà, on peut dire, bon voilà, aujourd'hui tu peux pas parce que c'est trop dangereux. Elle comprendrait, parce qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle comprendrait, mais aujourd'hui tu peux, il n'y a pas de difficulté majeure, voilà. Là, ça a été vraiment, j'ai trouvé ça méchant, quoi. De la part du président, alors s'il s'est laissé influencer par une ou plusieurs personnes, c'est un peu limite. Alors après avoir récolté les paroles de Florence et Denis, je me suis rendu chez Marie, qui va par son nouveau témoignage clôturer cette 32e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Je suis un peu en avance. Pas de soucis, écoute, je suis là. Hop. Je suis là, donc pas de problème. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon. Tranquillos. Tranquillos. Oui, bah écoute Seb, depuis la dernière fois de mon interview, il y a eu beaucoup de réactions de mon entourage, de ma famille, de mes amis, qui ont été choqués pour certains, qui n'ont pas compris. Réaction d'injustice, le mot discrimination est revenu aussi à la bouche de beaucoup. Certains m'ont poussé à vouloir porter plainte, ce que je ne vais pas faire. On parle beaucoup d'intégration, d'inclusion, et en fait, dans les faits, ça ne se passe pas. J'ai eu un retour de la fédération de randonnée qui a rencontré mon président du club. D'accord. Ils ont longuement parlé de moi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je n'ai pas été conviée. Donc, ils ont longuement parlé de moi. J'ai pas pu m'exprimer puisque je n'étais pas invitée. Le retour a été que, en fait, ils ont décidé un peu pour moi de m'orienter vers un autre club de rando qui avait une section santé. Alors, ce club de rando, je l'avais déjà contacté. La présidente est très sympathique, mais ça ne me correspond pas du tout parce que c'est des randos pour des personnes en situation de handicap, oui, mais plus moteur, on va dire, ou suite à un cancer. Donc c'est plus des balades de 3 à 5 km. Donc en sachant que moi je fais entre 15 et 20 km ou 25, avec du dénivelé, c'est pas ce que je recherche. Donc pour eux, ils ont pensé faire une bonne action en me proposant ça. Et tout en sachant que tout ceci se faisait toujours que et uniquement par mail. Donc voilà. Du coup, c'est quoi tes alternatives? Oui, j'aimerais bien trouver un autre club, mais le frein pour moi, c'est les déplacements. Comment me rendre à un club qui est plus loin? Quand on a un handicap visuel, on ne peut pas se déplacer comme on veut, on n'a pas de véhicule, on dépend toujours de quelqu'un. Et là, je le faisais de façon plus ou moins autonome. C'était ma petite bouffée d'oxygène qui, voilà, que pour eux, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Ça faisait partie de ma vie, quoi. Après, j'ai eu par contre une salariée de la fédération de randonnée de Valence qui est en lien avec Handisport. Et mon histoire l'a beaucoup touchée. Elle a écouté l'interview également aussi. Et on a en projet de voir si on peut faire quelque chose, quoi, au niveau de notre région, faire un club de rando plus ou moins adapté. Mais bon, ça ne sera pas pour demain. Mais pourquoi pas? Ok, ça peut être un projet, ouais. Oui, voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau intégration et voilà. Il reste beaucoup de choses à faire, indeed. Et tels des Pénélopes radiophoniques, nous remettrons le couvert le mois prochain. Il sera question d'audio-description et si les vents sont favorables, nous mettrons en boîte le portrait de Marie, une déficiente visuelle, mère depuis pas si longtemps, et elle nous expliquera tout ça. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des familles touchées par la déficience visuelle. Si c'est votre cas, contactez-nous. Comment ? Par mail à l'imaginoire@lilo.org. Visitez notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire ou notre Instagram, Imaginoire Radio. Vous pouvez écouter cette émission ou réécouter les émissions précédentes via notre page Imaginoire sur YouTube ou Mixcloud. Vous pouvez également contacter votre radio qui nous passera le message. Ce projet est soutenu par la CAF Drôme et la fondation BP Aura et accompagné par l'association Résonance.
on se retrouve